Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Noémie qui va nous parler d'un métier encore peu connu qui est orthopédagogue. Donc bonjour Noémie et bienvenue sur cet épisode. Bonjour Aurélie, merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien, je suis impatiente d'enregistrer cet épisode parce que voilà, on ne connaît pas vraiment ce métier et donc le faire découvrir sera certainement un super moment pour les auditeurs. Donc merci de ta participation. Avec grand plaisir et c'est vrai qu'on est sur un métier, dont on entend beaucoup de petites choses et où c'est intéressant de venir aussi, rappeler, ce qu'est réellement, le job d'orthopédagogue, ce qu'il n'est pas et comment on peut avoir la chance, de l'exercer. Tout à fait. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis, Noémie Courtet, j'ai 36 ans, j'habite dans le nord de la France puisque je suis, à Lille. Voilà, je suis, orthopédagogue depuis, maintenant un peu plus de 3 ans. Suite à une reconversion, on aura l'occasion, d'en échanger et je partage mon temps, entre ma vie professionnelle et bien entendu ma vie privée avec, 2 magnifiques, enfants. Oh, super. Et du coup, tu peux nous partager ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là maintenant? Alors mon parcours, c'est, un parcours fait, de plusieurs changements, de plusieurs orientations, comme beaucoup de personnes, je pense, à l'heure actuelle, guidée souvent par les choix, de cœur et de sens. Au tout début de ma vie professionnelle, j'étais dans le monde de la communication et de l'événementiel et puis, faute, de temps, faute de congruence, je me suis par hasard réorientée dans le monde de l'éducation, suite à une expérience, en tant qu'assistante pédagogique dans un collège. Donc voilà, j'ai découvert, le monde, et l'univers de l'éducation nationale à ce moment-là. J'ai décidé, et trouvé que, c'était, un univers, passionnant et dans lequel je pouvais, m'épanouir et mettre du sens dans mon quotidien, notamment par le fait d'aider les autres. Donc j'ai décidé à ce moment-là de passer mon concours de professeur des écoles et suite à mon concours de professeur des écoles, j'ai passé, l'année suivante mon KPI pour devenir enseignante spécialisée. Donc j'ai fait une bonne partie de mon parcours professionnel dans le monde de l'enseignement, 1er, 2 degré, en ordinaire, en spécialisé et puis j'ai fini ce parcours professionnel, dans une école élémentaire où j'ai eu la chance de travailler en collaboration avec, une équipe médico-sociale, donc en pluridisciplinaire. Moi qui adore l'état d'esprit d'équipe et le travail, collaboratif, je me suis, grandement épanouie et puis finalement, je sentais que j'étais pas encore complètement à l'aise dans mes baskets. Le métier que je faisais me plaisait beaucoup, la structuration qui était amenée autour moins. Je suis quelqu'un, qui fonctionne, avec son système de pensée propre. J'aime aller très vite, j'ai besoin, d'une certaine autonomie et liberté d'action. Donc pour moi, et je dis bien pour moi, hein, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais l'environnement, fonctionnaire, éducation nationale, grosse machine, ne me convenait pas. Donc j'ai réfléchi à comment je pouvais continuer à être sur, une zone d'activité qui me plaisait, où je pouvais exploiter les compétences que j'avais acquises, dans un autre environnement qui serait plus en adéquation avec, ma manière de fonctionner et c'est là que j'ai décidé alors je dirais de me réorienter parce qu'il y a quand même, quelques différences avec, le monde de l'enseignement, mais en tout cas de poursuivre mon chemin, je préfère parler comme ça, dans un métier qui avait d'autant plus de sens pour moi, qui est celui d'orthopédagogue. OK, donc beau parcours, tourné vers, l'aide, l'accompagnement déjà depuis, longtemps et donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi être orthopédagogue? Alors l'orthopédagogue, c'est un professionnel, qui est plutôt, axé, périmédical, c'est-à-dire qu'on n'est pas considérés comme des professionnels réglementés dans le paramédical. C'est un sujet sur lequel on aura, l'occasion de revenir, mais on gravite, on va dire, autour de ce monde-là. L'orthopédagogue est donc un professionnel d'accompagnement, qui va, venir soutenir des apprenants
Alors nous, c'est notre petit dans notre jargon, voilà, on parle d'apprenants de tout âge. Donc on peut autant travailler avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des seniors. Donc on a un panel et un champ d'action qui est très large. Et donc le rôle de l'orthopédagogue, c'est, d'accompagner, ces apprenants dans la compréhension, de leurs ressources et mécanismes d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de les aider à identifier, leur potentiel par rapport à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer au quotidien, pour, venir les soutenir et leur apporter, des clés grâce à la manière dont on va les guider pour mieux comprendre et mieux apprendre. D'accord. Comment tu accompagnes les personnes, que tu rencontres? Alors, les personnes que je rencontre, je vais les accompagner, soit par des temps individuels, c'est généralement le cas, hein. Généralement, justement, on va travailler avec le jeune ou le moins jeune, de manière individuelle pour vraiment, construire à la fois une relation de confiance qui lui permette de s'engager avec nous, puisque le but c'est bien, lui qui travaille, hein, c'est pas nous. Nous, on est juste là, pour, orienter et montrer un chemin. On peut parfois aussi travailler sur des ateliers, donc avec du groupe et donc on va, avec, l'apprenant, sa famille, les professionnels qui l'accompagnent, s'il a déjà des accompagnements, réfléchir à son projet par ce qu'on appelle un plan d'intervention qui va aller nous permettre d'en savoir un peu plus, voilà, sur celui-ci, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui, le constitue, les points, qui sont peut-être un peu plus difficiles dans l'environnement scolaire ou professionnel. À l'inverse, les choses sur lesquelles il sent avoir des ressources et puis, finalement, quelle est sa demande? Pourquoi il vient nous voir? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et de là, une fois qu'on a posé les choses, nous, on va, par notre travail, d'observation, de déduction et notre travail partenarial, puisque les partenaires ont une grosse place dans ce temps-là de construction, venir identifier des besoins et des objectifs sur lesquels, travailler. Est-ce que l'on veut, accompagner notre apprenant, pour qu'il, réussisse à s'engager plus facilement dans un temps de devoir? Est-ce que, l'on veut l'aider, pour que, sur les des temps d'oral, il arrive à être un peu moins distrait? Est-ce qu'on veut l'aider, à, s'activer seul, sur une tâche, sans attendre la guidance de l'adulte, à demander de l'aide quand il est en difficulté et cetera? Donc on va poser avec lui des objectifs et après le but du jeu, c'est d'amener en co-construction des stratégies et des outils dont bien entendu il sera capable de s'emparer seul, hein. Le but du jeu, c'est Mmh. qu'après en sortant de notre cabinet, il puisse, transférer, les compétences qu'il aura commencé à développer avec nous dans son contexte, environnemental, on va dire et donc voilà, le but est là, c'est de l'amener à acquérir de nouveaux objectifs en apprenant à mieux se connaître et se réguler. OK. Donc si je comprends bien, en fait, il y a pas de problématique, spécifique. En fait, c'est très large, en fait, la problématique des personnes, qui viennent vous rencontrer. En fait, ça peut être de l'organisation, ça peut être à l'aise à l'oral. Enfin, il y a plein de choses différentes sur lesquelles vous pouvez Ouais. intervenir. Ouais, totalement. L'idée, c'est, d'être en lien aux apprentissages puisque nous, notre cœur de métier, c'est celui-ci, c'est le comment mieux apprendre, optimiser, ses apprentissages. On n'est pas là non plus pour faire de la rééducation, c'est-à-dire qu'on n'est pas, professionnels, paramédicaux, on n'est pas orthophoniste, on n'est pas neuropsychologue, on n'est pas ergothérapeute ou psychomotricien. Nous, on n'a pas cette, volonté de venir, réduire, on va dire, un trouble, hein, si on parle des troubles neurodéveloppementaux. On est là plutôt en soutien complémentaire, c'est-à-dire que notre action n'est pas là pour remplacer l'action de ces professionnels-là, mais vraiment pour être en complément et travailler sur, quelque chose qui va être, plus de l'ordre de la remédiation. OK. Et donc, c'est quoi tes missions au quotidien? Alors, au quotidien, mes missions, elles sont larges, j'aime bien les définir autour de 4 mots-clés qui seraient, soutenir, former, informer et guider, accompagner. C'est-à-dire qu'il y a cette partie accompagnement dont je viens de te parler avant, mais quand on accompagne un apprenant, généralement, ça reste quand même des enfants ou des adolescents. On a, toute la systémie qui va autour, c'est-à-dire on a les familles, on a, les équipes enseignantes, hein, qui sont des partenaires aussi très souvent, les AESH quand ce sont des jeunes qui sont accompagnés et donc
bien évidemment, il y a l'accompagnement en lui-même, mais il y a aussi, tout ce qui va graviter autour de ça. Donc, l'information, comment venir, donner, des informations pour le coup, je me répète, mais, comment venir sensibiliser les partenaires qui sont autour du jeune, comment, soutenir la famille dans son quotidien, par rapport à ce qu'on aura pu identifier et cetera. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez large et puis, j'en ai pas parlé sur le début du podcast, mais moi, en parallèle à ça, je suis présidente d'un organisme de formation en orthopédagogie. Donc il y a aussi cette volonté de venir sensibiliser au métier, qu'est-ce qu'il est, comment il se construit, quelle est l'éthique qui y est raccrochée. Donc voilà, pour moi, cette notion de sensibilisation, formation, notamment dans l'environnement scolaire, est extrêmement important parce qu'il permet, de venir, aussi amener une compréhension. Plus les partenaires autour de nous, comprennent, que ce soit, notre métier ou que ce soit, les difficultés, que peuvent avoir, les jeunes qu'ils accompagnent, plus ils sont armés pour les soutenir au mieux. D'accord. Et donc, à quoi ressemble une journée, de travail, chez toi? Alors, je te disais en off tout à l'heure, ma journée elle est un peu particulière parce que je suis multicasquette et je ne suis pas que sur de l'accompagnement orthopédagogique de par mes missions, mais je vais essayer de rester centrée sur, voilà, un orthopédagogue qui, a commencé son activité, il y a quelques années. Comment s'organise sa journée? Alors, il va, y avoir des journées types, par exemple, les mercredis, les samedis pour les orthopédagogues qui font le choix, de travailler le samedi. Les soirées, ça, c'est vraiment les moments clés qui vont se remplir le plus rapidement, notamment quand les enfants, du coup, ou adolescents n'ont pas école. Donc là, on est sur de l'accompagnement individuel. Donc on sait qu'on a ces créneaux-là où on va être sur, un accompagnement, de 45 minutes, 1 heure, un petit temps de pause et puis on reprend un autre accompagnement et cetera. Après, quand on est face à des jeunes qui ont des défis plus importants, on va aussi, moi c'était mon cas, hein, travailler les autres jours de la semaine et c'est très bien puisqu'on veut que notre métier soit viable. Généralement, les orthopédagogues sont, à leur compte, d'accord? On est vraiment sur une activité indépendante. Donc il y a bien évidemment tout le travail qui va être lié aux préparations des séances. Si je reçois un accompagnant, il faut bien que je puisse préparer la séance, avec laquelle je vais l'accompagner. Il y a un gros temps de rédactionnel aussi, c'est-à-dire que c'est ce que je t'expliquais, sur les premières questions. Chaque fois qu'on a un nouvel apprenant arrive, on a des séances d'observation qui nous permettent de remettre un plan d'intervention. Donc ce plan d'intervention, il nécessite à la fois de croiser des informations, donc des prises de contact avec les partenaires, mais aussi de rédiger. Donc ça, c'est une autre grosse partie de nos journées, vraiment l'aspect, paperasse, prise de contact et puis, comme on est indépendant et comme on est encore sur un métier, qui n'est, pas reconnu, une autre partie de nos journées est vraiment dans la mise en valeur de notre quotidien, de notre métier, donc démarcher, de potentiels partenaires, démarcher des structures d'accueil et cetera. Et puis après, si on reprend la journée de travail que moi j'avais, dans ma semaine, je travaillais aussi énormément et c'est souvent ce qui me permettait de remplir les demi-journées, où je n'avais pas d'accompagnement individuel, avec, des structures d'accompagnement, des établissements médico-sociaux, des ESMS par exemple, avec lesquels on construit des conventions pour venir travailler avec des jeunes qu'ils accompagnent ou des groupes. OK. Et puis après, bah, si tu accompagnes les adultes, ils sont un peu plus disponibles en semaine certainement, mais C'est ça. donc tu C'est as c'est pu il y a prendre ça. vraiment, Mmh. il y a vraiment une nécessité, à réfléchir, son calendrier de manière stratégique. OK. Est-ce que c'est un travail d'équipe ou c'est un travail que tu fais seul? Alors, il y a une antithèse sur ce point-là parce que bien évidemment, généralement, quand tu es dans ton cabinet, tu es seul. Mais à mon sens, on ne peut pas être orthopédagogue si on n'a pas le sens du travail d'équipe. Parce que alors déjà, le 1er, partenariat, il est avec l'apprenant lui-même. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand je commence à m'engager, dans un travail orthopédagogique, dans un projet, je vais m'assurer de l'activation et de l'engagement de mon apprenant. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite faire comprendre à la personne qu'on a en face de soi que, le travail, c'est elle qui va le fournir. Donc ça, c'est le 1er partenaire, c'est lui. Après, on a bien évidemment les familles qui sont un partenaire, de taille et de choix et c'est extrêmement important d'apprendre à composer avec parce que ce sont les premiers experts de leurs enfants et ils peuvent nous apporter beaucoup. On a, l'équipe enseignante
Donc, si, on n'arrive pas à faire de lien avec l'équipe enseignante, si on n'arrive pas à établir le dialogue, à comprendre quelles sont, les difficultés, les ressources, les mécaniques d'apprentissage du jeune en environnement naturel, derrière, c'est un peu comme si on mettait un coup de pied dans l'eau, quoi. Je veux dire, nous, l'intérêt de notre travail, c'est que le jeune, après, il s'empare de ce qu'il a fait pour aller en milieu naturel. Donc si on n'a pas ce partenariat-là, hem, ça va être beaucoup moins efficace. Et puis après tous les partenaires, paramédicaux, médicaux, du jeune qui nous permettent, de construire de manière, coordonnée, et du coup efficace l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on travaille souvent avec des jeunes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, donc qui ont, déjà un bagage, d'accompagnement extrêmement important. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de réussir à avoir une mise en lien, une mise en contact pour échanger notamment sur les objectifs d'apprentissage et voir à ce qu'il y ait une corrélation, une concordance d'action et que chacun n'essaye pas de son côté, de mettre, en place des choses, de manière, individuelle. Ça viendrait, freiner le projet et ça, c'est extrêmement important, cette notion-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'orthopédagogue, on est sur un bout de ligne, notamment face à des jeunes qui auraient des troubles neurodéveloppementaux et il faut aussi, savoir identifier les priorités thérapeutiques. Donc ce travail partenarial, ce travail d'équipe, il est aussi parfois, dans l'objectif de dire: «OK, peut-être qu'un jour votre enfant aura besoin d'un orthopédagogue, mais là, il y a d'autres priorités d'action, on en reparle plus tard». OK. Savoir faire la part des choses et mettre Exactement. la priorité aux bénéficiaires. C'est ça et c'est ce qu'on aime dire, hein, finalement, tu vois, je te parle de l'apprenant, de la famille qui est vraiment ce noyau dur, je te parle du côté, pédagogique, je te parle du côté médical. Généralement, en tant qu'orthopédagogue, on aime bien se qualifier de maillon, c'est-à-dire on essaye d'être ce maillon fonctionnel entre le med et l'éducatif. OK et donc je suppose que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative? Ouais, totalement. Effectivement, moi j'aime bien dire, notamment là pour le coup aux personnes que je forme, quand j'ai des prises de contact par rapport au métier, je leur amène un point de vigilance sur le fait qu'on est sur un métier qui pour l'instant malheureusement est non réglementé, donc qui nécessite, une part, d'éthique extrêmement importante, parce que demain n'importe qui peut poser une plaque, sur son mur, de maison, hein. Et du coup, en plus d'être orthopédagogue, il faut être commercial en orthopédagogie. On n'a pas, cette légitimité que peut avoir un orthophoniste ou un ergothérapeute qui, du coup, peut exercer simplement son cœur de métier. Nous, il y a une nécessité, en plus de notre cœur de métier, à sensibiliser, à faire connaître, à aussi, défendre, hein, face aux idées préconçues qu'il pourrait y avoir. Donc on est vraiment dans une prise d'initiative constante. Si on attend simplement, que les personnes arrivent à notre cabinet, ou si on attend simplement, de décrocher un contrat de convention avec un pôle de réussite éducative ou, avec un établissement médico-social, on va pas travailler beaucoup. Donc parfois, en fonction des personnalités, c'est quelque chose qui peut être coûteux, mais il faut vraiment avoir conscience que si je veux vivre de cette activité-là, il faut que je sois capable moi-même d'être actrice de mon changement et d'oser aller rencontrer, d'oser aller échanger, d'oser aller débattre. Voilà, cette première question que tu as amenée sur, qu'est-ce qu'être orthopédagogue? C'est quelque chose sur lequel il faut être très au clair. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ne suis pas? Là où mes missions s'arrêtent. OK et donc quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je pense que, l'air de rien, je t'en ai déjà semé quelques-unes. Mmh. Pour moi, une des compétences de base, c'est l'écoute. Je te le disais, on est dans un métier d'observation, d'enquête. Donc, le 1er outil d'orthopédagogue, souvent on me demande: «Quels sont les outils avec lesquels tu travailles, les jeux?» et cetera. Pour moi, les 2 premiers outils extrêmement importants, c'est l'écoute, mais une réelle écoute, une écoute active, où on n'est pas là pour donner du conseil, mais simplement pour prendre. Donc, à mon sens, il y a ça. Il y a l'observation et puis après, bien évidemment, la notion d'empathie qui me paraît essentielle. La flexibilité, Mmh. notamment par rapport à ce que tu pouvais dire sur, ces multitâches, hein, ces changements, et puis ce que je te disais sur, l'importance de prendre des initiatives. Donc, pour tout ça, la flexibilité est quand même, une compétence qui est, assez nécessaire et puis, je pense, la capacité à se remettre en question.
comme dans beaucoup de métiers d'accompagnement, hein, mais encore plus dans le nôtre pour le coup. Et donc, quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a un fort besoin de praticiens? Alors, il y a un fort besoin de praticiens. Nous, on le voit, que ce soit par Manabi Formation, l'organisme avec lequel je travaille, on est de plus en plus sollicité par des partenaires ou des parents qui cherchent des professionnels. L'Union des orthopédagogues de France, l'UOF, qui couvre, qui essaye en tout cas de couvrir la protection de la profession en France et de la faire rayonner à ce même constat. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de parents qui nous sollicitent, de plus en plus de structures aussi. Donc, des débouchés, oui, il y en a. Ça reste, malheureusement encore peu transparent, du fait de la non reconnaissance du métier. C'est-à-dire qu'on le voit, de manière individuelle. Nous, les personnes, qu'on a la chance, de former et d'accompagner, commencent à travailler, très vite et dans de multiples, dans de multiples manières. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont leurs accompagnements individuels de familles qui sont venues les rencontrer. On le voit, hein, quand il y a une parution, par exemple, dans le journal ou, une promotion, tu vois, du type podcast et cetera. Tout de suite derrière, on a des personnes qui vont s'activer. Et puis après, on a des débouchés vraiment, je le vois de plus en plus avec nos partenaires médico-sociaux. C'est-à-dire que j'ai des orthopédagogues qui, travaillent dans des CMP, j'ai des orthopédagogues qui travaillent, avec des ressources éducatives, avec des PCPE, avec des EMAS. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup d'acronymes. En gros, avec beaucoup, de professionnels, médico-sociaux qui sont aussi à la recherche de profils pédagogiques. Et pas forcément de profil de soins. C'est ça. Donc c'est un métier qui tend à se développer et puis, aussi, enfin, des fois, vous pouvez être aussi une ressource avant pour, accompagner, je pense, des fois en attendant un rendez-vous chez l'orthophoniste ou les délais sont Mmh, longs. Vous pouvez peut-être être une ouais, ressource avant? j'amène un point de vigilance là-dessus. Pour le coup, c'est là où au niveau de notre éthique, il faut qu'on soit quand même impeccable. C'est-à-dire que on bien évidemment qu'on va avoir des personnes qui arrivent parce qu'elles sont en difficulté, dans l'attente de leur parcours de soins mais il faut quand même tout de suite bien leur préciser, déjà que surtout elles n'annulent pas, leur liste d'attente, leur nom sur liste d'attente, parce que parfois c'est ce qu'on a et qu'on va pas du tout travailler la même chose. C'est-à-dire que moi je donne toujours l'exemple là, mais si j'ai mal aux dents et que j'ai une carie, je vais pas voir mon ophtalmo, quoi. Donc Oui, il y a quand même cette nécessité de dire alors oui, on est en début de ligne, c'est d'ailleurs un de nos rôles, hein, on est niveau 1, c'est-à-dire que d'identifier si le jeune semble avoir des difficultés qui sont plus durables, notables et du coup avec un risque de TND, il est de notre devoir de dire à la famille, «Écoutez, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller faire des bilans complémentaires chez tel partenaire ou tel autre». Mais par contre, moi, j'aime toujours dire plutôt parler de complément, c'est-à-dire en complément, on peut venir agir, mais on va pas faire le travail d'un orthophoniste. C'est pas notre job. Moi, je sais pas, rééduquer le langage, je sais, donner des stratégies, peut-être, didactiques et pédagogiques, pour que le jeune, ait plus facilement accès à l'affluence. Mais c'est pas grâce à moi, en tout cas, qu'il y aura une rééducation à ce niveau-là. c'est ça. Mais du coup, oui, ça permet quand même d'attendre des fois un rendez-vous pour rassurer ou C'est c'est ça? ouais, ça c'est ça, on va dire que ça permet d'être déjà dans une mise en action et puis parfois pour certains parents, ça peut aussi permettre de venir renforcer des choses qui leur ont déjà été dites, Mmh. et peut-être de les aider à être dans une certaine acceptation de tout ça. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution une fois qu'on est orthopédagogue? Alors, il y a une évolution, on va dire dans les activités annexes, je pense. C'est-à-dire que ce métier d'orthopédagogue, c'est ce que je te disais, il peut se faire, en libéral, il peut se faire en structure, il peut se faire de cette manière mixte. Et puis après, quand vous êtes identifié dans le métier, vous pouvez aller sur des activités dites annexes qui, pour moi, sont, reliées à l'orthopédagogie, mais dont tous les orthopédagogues, n'ont pas, nécessairement, besoin, ou en tout cas vont pas chercher à aller. Donc moi, par exemple, je suis formatrice, donc je fais beaucoup de formations. Je suis superviseuse, j'accompagne, des équipes grâce à des organismes avec lesquels je travaille. Bon, j'ai mon organisme, donc voilà, on voit beaucoup d'orthopédagogues qui, dans leur mission, toujours dans cette volonté de diffuser, sensibiliser, informer, réfléchissent à
comment varier leurs approches et leurs activités. Donc souvent, les profils qu'on voit évoluer vont évoluer vers ces activités-là. Quel est le parcours pour, devenir orthopédagogue? Est-ce qu'il y a un diplôme exigé? Quelle formation? Comment on accède à ce métier? Alors, officiellement, non. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et tant que le métier sera pas reconnu, hem, tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre le plus, éthiquement et le plus sérieusement possible, reste, aléatoire malheureusement. C'est-à-dire que nous, on en est convaincus, mais pas que nous. Donc, l'Union des orthopédagogues de France, les différentes écoles qui forment à l'orthopédagogie sont en train de se battre pour qu'il y ait une réelle reconnaissance du métier avec un réel parcours, hein, reconnu RNCP, éligible, et cetera. En attendant, les diplômes existants sont des certifications complémentaires qui sont, proposées par, des organismes de formation. Donc il y a 3 organismes de formation qui sont reconnus par, l'Union des orthopédagogues de France. Il y a l'École française d'orthopédagogie qui est à Lyon, il y a l'organisme Déclic qui est sur Paris et il y a notre organisme Manabi Formation, qui est sur Paris et sur Lille. Pour tout de même, il faut quand même le souligner, pour entrer dans ces parcours-là, il y a, on va dire des prérequis. Donc ce sont des entrées qui se font toujours, alors avec des modalités différentes en fonction des organismes, mais quand même une ligne directrice. C'est-à-dire que vous trouvez des entretiens, des dossiers d'entrée, il y a une analyse de parcours et très clairement, il est beaucoup plus facile d'arriver sur ce cette certification complémentaire, qui est une certification qui pourrait s'apparenter à une spécialisation, en ayant déjà des bases dans l'accompagnement. C'est-à-dire que souvent, mmh, allez, dans 70 des cas, les professionnels qui arrivent sont des professionnels du monde de l'éducation. Donc avec, des diplômes, en lien au métier, d'enseignant, enseignant spécialisé, ou qui gravitent dans cette sphère de l'éducation nationale ou du privé, mais de l'enseignement. Après, on a d'autres professionnels qui arrivent du monde de l'accompagnement, mais qui ont déjà aussi cette base, du soutien accompagnant. On peut avoir des éducateurs spécialisés, on a de plus en plus de paramédicaux aussi, donc qui viennent, avec, une casquette déjà de psychomotricien, par exemple. Donc ça, c'est, on va dire, le gros noyau et puis on a certaines personnes qui font des reconversions complètes. C'est jouable aussi, mais souvent ça nécessite plus de soutien, plus d'accompagnement et des réflexions sur: «OK, comment finalement je peux déjà me mettre à niveau sur des compétences de base, qui seraient, prérequis à notre entrée. Tout ça, de toute manière, sont des choses qui, vont évoluer, avec la reconnaissance métier. C'est-à-dire que la reconnaissance métier viendra poser, on va dire, une entrée identifiée, et commune. OK. Et donc est-ce que c'est une activité viable financièrement? C'est une activité qui peut être viable. Moi, j'en vis. Je connais, plusieurs orthopédagogues qui en vivent aussi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que l'activité est viable quand on déploie une énergie qui peut-être parfois, est assez folle pour certains, pour la faire vivre. Mais comme, te témoignerait en fait n'importe quel chef d'entreprise. C'est-à-dire que pour le coup, on est sur une activité en libéral qui nécessite vraiment de se construire et de se réfléchir avec un plan d'action, avec un business plan, avec une construction, de son offre, de ses services et de sa viabilité financière. On peut pas demain, se dire, «Allez, je me lance en tant qu'orthopédagogue parce que ça a l'air fun». Si on fait ça, très clairement, on va droit dans le mur. C'est une activité qui peut être viable si on décline les modalités dont j'ai pu te parler tout à l'heure, si on fait du cabinet, si on ose aller voir du médico-social, si on fait de l'individuel, du groupe, si on essaie peut-être d'aller sur plusieurs publics. Donc plus on va différencier son activité, plus on sait qu'on arrivera à en vivre. D'accord. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres, au quotidien? Alors j'ai l'impression de me répéter pour le coup, mais je pense que c'est lié à la non-reconnaissance métier. C'est-à-dire qu'on on peut alors je pense qu'il y a une question de posture aussi, c'est-à-dire que de mon côté, je le ressens très peu, mais parce que, j'ai l'expérience terrain et je viens du monde, enseignant et médico-social dans lequel j'étais déjà très bien identifiée, donc j'avais déjà cette légitimité-là. Mais je pense que le plus gros défi, il est là et nous on le voit dans les personnes qu'on forme. La plus grosse inquiétude qu'elles ont, ces personnes quand elles arrivent,
c'est la légitimité. C'est-à-dire comment je vais pouvoir être légitime en tant que professionnelle alors que, le métier que j'exerce n'est pas porté par les institutions, n'est pas porté en termes de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait que je peux me permettre d'avancer, que je suis professionnelle? Et donc, mon plus grand défi, je pense que c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est d'être assez au clair sur, ce qu'est l'orthopédagogie, ses missions et d'y accoler, l'éthique, et une déontologie, pour le coup, extrêmement précise, pour montrer patte blanche. En fait et je sais que certaines orthopédagogues ou certains orthopédagogues peuvent être fatigués de ça. Il faut constamment montrer patte blanche. Mais pour moi, c'est normal et c'est OK et il faut quand même rappeler que les autres, partenaires, paramédicaux, je pense notamment aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens, sont passés par là aussi. Donc ça va venir pour vous. C'est ça, non, j'en doute pas le moins du monde. Quels sont les moments de gratitude? Les moments de gratitude, pour le coup, il y en a plusieurs. C'est quand, les apprenants qu'on a nous font, déjouer les pronostics. Tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'anime au quotidien et je pense que c'est ce qui fait que je suis passionnée par ce métier-là et je pouvais pas, faire un épisode avec toi sans placer ces mots-là. Les Mmh. personnes qui me connaissent et qui m'écoutent, savent de quoi je vais parler. C'est la présomption de compétence. C'est-à-dire que pour moi, le cœur de notre métier, c'est d'accompagner nos apprenants en présumant de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire là où leur chemin va s'arrêter. On n'est pas là pour dire ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils sont pas capables de faire. On est là pour croire en eux, croire en leurs capacités et essayer de les accompagner sur le chemin, vers lequel ils veulent nous mener. Et donc moi, les moments de gratitude que j'aime le plus, c'est ceux-là. C'est, quand ils viennent déjouer les pronostics. Quand j'entends, parce que malheureusement, on l'entend encore trop souvent et je m'en excuse auprès des familles, des professionnels, par exemple, des enseignants des écoles qui, attention, je leur jette pas la pierre, hein, sont dépassés, sont fatigués parfois face à certains jeunes, ne savent pas faire parce qu'ils sont pas accompagnés, ils sont pas formés et où on va entendre un: «Bah, sa place, elle est pas à l'école». Il a pas les compétences pour aller en CP, il a pas les compétences pour aller en CE2, il a pas et ça fait écho, à, une maman formidable que j'ai eu l'occasion d'écouter hier, que je salue, qui s'appelle Aurélia Bécaud et qui, en accompagnant son enfant, a vécu ce genre de moment et où on lui disait, «Ben, votre fils, il entrera pas en CP» et là, il entre en CM1 et moi, c'est ce genre de choses qui me fait, frissonner et qui m'anime et qui fait que, je forme à ce métier-là aussi aujourd'hui. C'est, tous ces jeunes ou ces moins jeunes, hein, parce qu'on l'a aussi avec des adultes ou des seniors, qui viennent, remettre l'église au milieu du village. Super, trop chouette. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou marquante à nous partager? Et ben, en fait, en lisant la question, j'étais embêtée parce que ça me vient pas comme ça, parce que finalement c'est ces moments de gratitude qui me reviennent à chaque fois, tu vois? Et j'ai du coup, j'ai plein d'images en tête de ces moments-là, mais j'arrive pas à les poser. Mon anecdote, elle serait peut-être plutôt personnelle pour le coup, heu, pour montrer à quel point, nos métiers, sont aussi, impactants, dans notre vie perso. C'est-à-dire que moi, j'ai mon plus jeune, qui a 6 ans actuellement et qui utilise un vocable quand il parle qui est juste, extrêmement drôle, en tout cas pour moi. Ce serait peut-être pas le cas pour tout le monde, quoi. Mais, c'est vrai que par exemple, quand je vais commencer, à peut-être, être en contradiction avec lui, j'ai le droit à des phrases du type: «Non mais maman, là je sens que, tu te régules plus émotionnellement, ce serait bien que tu inhibes un peu plus». Voilà, trouve tes propres stratégies, tu as besoin de calme et c'est des choses qu'on voit aussi chez les apprenants qu'on a et j'aime bien ça parce que quand ils commencent à utiliser tout ce jargon-là, ça veut dire qu'on leur a correctement vulgarisé et qu'ils sont capables de s'observer dessus maintenant. Chouette. OK, et donc est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils aux personnes qui souhaitent s'orienter dans les métiers d'orthopédie? Ouais, et bah, ce sera un très bon résumé peut-être de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Mon premier conseil, ce serait, renseignez-vous. Renseignez-vous bien sur ce qu'est le métier, sur ce qu'il n'est pas, sur, l'aspect, entrepreneurial qu'il peut y avoir derrière celui-ci ou sur les débouchés qui peuvent être trouvés, par d'autres, types de contractualisation.
Renseignez-vous Mmh. sur les parcours de formation, les écoles avec lesquelles vous voulez travailler. L'Union des orthopédagogues de France, fait ce travail de sensibilisation et d'information, donc faut pas hésiter à se connecter à leur site internet. Identifier les parcours, le sérieux de ceux-ci. Est-ce qu'ils proposent, des temps de rencontres réguliers? Est-ce que, on allie de la théorie, de la pratique? Qu'est-ce qui est demandé en termes, de compétences, sous-jacentes? On est sur un métier non réglementé, donc on a tout type de formation. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps-là. On a la chance d'avoir des organismes, alors ceux de l'UOF, il y en a 1 ou 2 autres. Je cite l'école de Bordeaux aussi qui est très bien identifiée, l'IFO. On a la chance d'avoir des organismes qui ont des fonctionnements communs avec des couleurs particulières. Donc plus qu'un organisme de formation, trouvez celui qui répond aussi le mieux à vos besoins et à votre propre couleur. Et une fois que ça c'est fait, si vous êtes convaincu, si vous êtes sûr de vous, n'écoutez pas les autres, foncez. OK, super, merci. Bon résumé en tout cas. Merci, Je te remercie Aurélie. mais de rien. Merci d'avoir, pris du temps, avec nous ce matin, pour, nous expliquer un peu plus, ton métier. Donc, merci Avec beaucoup. grand plaisir. J'espère que j'ai été, audible et explicite. C'est ce qu'on essaye de prôner au quotidien, donc voilà. Si j'ai pu Oh, éclairer, quelques lanternes, tant mieux. il y a pas de raison. Merci beaucoup Noémie, en tout cas, pour ta participation. Merci à toi, à très bientôt Aurélie. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!